On ne cherche pas forcément des réponses, mais on cherche plutôt à mieux formuler nos questions en prenant le sujet par plusieurs bouts, donc l'art, la recherche et la pratique. Notre dernière conférence portait sur le futur. On s'est demandé quel rôle il jouait dans nos vies et s'il fallait en avoir peur. C'est donc tout à fait logique qu'aujourd'hui on parle du passé. Enfin, en le disant, je me dis que ce serait plus logique de faire passé puis futur, mais le temps étant cyclique, on peut faire ce qu'on veut. Donc le passé. Déjà, le passé, c'est les histoires qu'on raconte sur comment c'était avant, un mélange de souvenirs qu'on se remémore, de récits qu'on nous apprend sur des époques lointaines et des héritages qui forment notre identité personnelle et collective. C'est aussi ce qu'on ne raconte pas, mais qui a pourtant existé, ce qu'on oublie ou ce qu'on ne veut pas dire. Ce sont des fiertés, des regrets, des traumatismes. C'est ce qui nous a forgés, ce qui fait que je suis ce que je suis. C'est aussi ce qui nous unit, nous la France, nous les hommes, nous les femmes. Un passé commun, ou bien ce qui nous désunit, parce qu'il y a longtemps, ou pas si longtemps, il y a eu des guerres, des haines, des colonisations, des blessures passées qui mettent du temps à se réparer, des justices qu'il reste à rétablir. Le passé, c'est ce qui a existé, qu'on le veuille ou non, mais c'est aussi ce qu'on choisit de raconter, pour se rappeler, pour pas que ça se reproduise, pour apprendre de nos erreurs, ou pour se glorifier, pour marcher la tête haute, fiers de nos ancêtres, ou pour comprendre, pour connaître, pour faire sens de notre monde présent et futur, pour affiner nos identités collectives, pour briser des préjugés face aux faits, pour mettre en lumière les passés, la pluralité des chemins parcourus, des possibilités, de ce qui est apparu et a disparu. Nous avons besoin du passé. C'est la seule chose que nous possédons, disait la philosophe Simone Weil. Un passé hérité, digéré et recréé par nous. Les historiennes et les artistes nous aident à écrire notre passé, à l'explorer, le questionner, l'imaginer. Hériter, digérer, recréer. Peut-être qu'on pourrait dire que les historiennes épaississent nos héritages, que les artistes leur donnent corps et nous rendent sensibles à leur pluralité, et qu'il tient à nous tous et toutes de recréer notre passé. Voilà à peu près le programme d'aujourd'hui, avec d'abord 2 conférences de 2 historiennes, d'abord Sybille Duhautois, historienne du futur et du temps, puis Marie Cabadi, historienne du féminisme, ensuite une conférence d'Anaïs Marion, artiste plasticienne et enquêteuse. Et ensuite, on tentera ensemble de réécrire une partie du passé en faisant un atelier d'Uchronie, qui sont des récits fictionnels de passé alternatif. C'est quand on se demande et si ce n'était pas arrivé, où est-ce que le monde en serait aujourd'hui. Donc merci aux intervenantes, merci à vous tous et toutes d'être venus, merci à Joseph qui nous aide à la régie, et bonne conférence. Sybille, je te laisse la scène. Bonsoir à toutes et tous. Alors, comme ça a été dit, je suis historienne et donc pour une historienne, étudier le temps et le passé en particulier, ça va de soi. L'historien médiéviste Jacques Le Goff disait d'ailleurs que le temps est le matériau fondamental des historiens. Et c'est vrai que les historiens, les historiennes regardent ce qui s'est passé dans le passé, il y a plusieurs siècles, il y a plusieurs décennies. Ils essayent d'établir des faits, de comprendre ce passé. Mais depuis les années 70-80, les historiens et les historiennes vont plus loin dans leur étude du passé, puisqu'ils s'intéressent aussi à notre rapport au passé, à notre rapport au temps, et à comment ce rapport au temps et au passé évolue justement en fonction des contextes historiques et peut différer selon les groupes, voire selon les individus et les différentes identités. Et c'est effectivement passionnant de chercher à comprendre comment le passé est perçu par différents groupes d'acteurs historiques à différentes époques.
Alors les premiers travaux qui ont porté sur cette histoire du temps et donc cette histoire de notre rapport au passé ont cherché à dégager des grandes structures. Et donc je vais vous parler notamment des travaux de deux historiens allemands, Reinhard Koselleck et Lucian Hölscher, qui ont essayé de mettre en évidence vraiment des grandes orientations dans la manière dont les sociétés occidentales comprennent le temps en général et le passé en particulier. Et donc tous les deux sont assez d'accord pour dire qu'on est passé d'un temps plutôt cyclique, circulaire, à un temps linéaire. Donc pour Reinhard Koselleck, cette transition entre le temps circulaire et répété de l'ancien régime et un temps plus linéaire, tourné vers des expériences sans précédent, donc sans précédent dans le passé, s'est imposé en Europe à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et pour comprendre comment s'opère ce passage d'un temps cyclique à un temps plus linéaire à la fin du XVIIIe siècle, il met en avant deux grands concepts. Donc le premier, c'est le concept de champ d'expérience et le deuxième, c'est l'horizon d'attente. Donc le champ d'expérience, c'est l'idée de tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a connu collectivement, et c'est là-dedans qu'on va puiser une expérience de ce qui a déjà existé. Et l'horizon d'attente, c'est ce à quoi on peut s'attendre, ce qu'on arrive à imaginer pour le futur. Et selon les époques, bien sûr, on ne s'imagine pas les mêmes choses. Il y a des choses qui sont absolument impensables à certaines époques et qui le deviennent dans certaines circonstances historiques. Et donc, ce qu'explique Reinhard Koselleck, c'est que dans l'Ancien Régime, et pendant plusieurs siècles, on a un champ d'expérience qui est très proche de l'horizon d'attente, ou plutôt un horizon d'attente qui est très proche du champ d'expérience, puisqu'on pense que les choses vont se répéter, on voit les saisons se répéter, on voit les récoltes se répéter, mais sur le plan social, on voit aussi de manière assez cyclique les fêtes religieuses se répéter, par exemple. Et c'est dans cette expérience cyclique que l'on va chercher des modèles pour sa propre vie. Par exemple, dans les vies de saints, on va aller puiser des exemples à répéter parce que ce sont des bons exemples dans notre champ d'expérience. Et puis, tout change. Donc, au XVIIIe siècle, dans ce que Reinhard Koselleck appelle le Sattelzeit. Donc, Sattel, ça veut dire la selle, et donc c'est une idée de charnière où il y a deux côtés, on passe de l'un à l'autre. Et donc, ce qu'il explique dans ce Sattelzeit, c'est que au moment de la Révolution française, notamment, mais déjà un petit peu avant, il y a l'idée d'une rupture, de quelque chose de complètement nouveau. Et donc, on ne peut plus puiser dans son champ d'expérience pour imaginer le futur, puisqu'on voit bien que quelque chose qui ne s'était jamais produit est en train de se produire. Et c'est à ce moment-là aussi qu'émerge le concept plus moderne d'histoire, où l'histoire va servir à décrire des évolutions et des choses qui changent à travers le temps et non pas des choses qui ont vocation à se répéter. Et donc, Lucian Hölscher, l'autre historien dont je vous parlais, dit à peu près la même chose, mais il met en avant différents éléments qui progressivement, pour lui, nous ont fait passer de ce temps plutôt cyclique à un temps plutôt linéaire. Et il remonte déjà au XVIIe siècle avec les premiers rapports statistiques sur la démographie qui permettent de montrer une évolution. On voit qu'on est de plus en plus nombreux. Voilà, on voit que là, il y a quelque chose qui change et qui ne semble pas se répéter tout à fait. Il y a un autre jalon qui est assez important. Au XVIIIe siècle, c'est le moment où des travaux théoriques sont menés pour déterminer l'âge de la Terre. Et donc, on est encore très très loin du compte, puisque on commence à penser que la Terre a peut-être 70 000 ans, ce qui est quand même beaucoup plus vieux que si elle n'avait que pas tout à fait 6 000 ans, comme on le pensait auparavant. Et donc, ça étend le temps, ça laisse penser que l'humanité a beaucoup de temps derrière elle, mais aussi devant elle pour progresser, et donc pour évoluer. Et donc peut-être pas pour répéter toujours la même chose. Et on pourrait trouver d'autres exemples aussi de l'ordre plutôt des arts et des techniques. C'est aussi au XVIIe siècle qu'on crée beaucoup d'académies savantes, et donc qu'on va commencer à mettre en avant des progrès techniques, des évolutions dans les savoirs humains, et donc là aussi des choses qui ne se répètent pas.
Et puis tout ça continue donc au XVIIIe siècle, notamment avec des bouleversements politiques, et au XIXe siècle avec la révolution industrielle qui, elle aussi, s'accompagne de changements complètement nouveaux et aussi de l'idée que d'une génération à l'autre, on ne va pas forcément avoir la même profession, une même famille va évoluer à travers le temps, donc de manière un peu plus linéaire. Et c'est aussi au XIXe siècle qu'on commence à écrire beaucoup de romans sur le futur, à se projeter un peu plus dans le futur, avec beaucoup de récits autour de la notion de progrès. Voilà, donc on a cette grande structure. Mais beaucoup d'historiennes et d'historiens ont aussi montré qu'en réalité, si on s'inscrit dans ce temps globalement linéaire à partir du XVIIIe, XIXe siècle, il y a en fait un temps qui semble s'écouler à des rythmes extrêmement variables et qui dépendent d'expériences spécifiques du temps et donc du passé que l'on peut faire. Je vais juste vous donner quelques exemples pour vous montrer qu'il y a des temporalités concurrentes et coexistantes. C'est le cas, par exemple, avec la Première Guerre mondiale. Il y a vraiment plusieurs historiennes et historiens qui se sont penchés sur le rapport au temps en situation de guerre et en particulier pendant cette Première Guerre mondiale. Mais c'est le cas plus particulièrement de Nicolas Beaupré qui a écrit un article pour faire une synthèse un petit peu sur ce sujet. Et ce qu'il explique, c'est que dans les récits des combattants, dans les lettres qu'ils envoient par exemple ou dans leurs journaux intimes, on a vraiment l'impression d'un temps suspendu, où le rapport au passé et au futur est un petit peu brisé, puisqu'on ne sait pas, à partir du moment où la Première Guerre mondiale se déroule dans les tranchées, en tout cas, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer, on ne sait presque plus quand elle a commencé, puisque tout se ressemble. Et donc, on est plus ou moins coincé dans le présent. Le rapport au passé continue à exister, mais seulement à des occasions particulières. Donc, notamment quand il y a des grandes fêtes, des jours marquants dans le calendrier, par exemple Noël, eh bien, on aura une certaine nostalgie et donc un rapport au passé, oui, de l'ordre de la nostalgie, du refuge. Et ce rapport au passé, finalement, va se réactiver à la fin de la guerre, quand on sent enfin venir la fin de la guerre et qu'on va pouvoir espérer, pour le coup, quelque chose d'assez cyclique, un temps futur qui ressemblerait au temps passé qu'on a quitté en partant en guerre. Et donc, je vous parlais d'une cohabitation entre plusieurs temporalités. Et ce qui a été montré, c'est que ce temps des combattants n'est pas tout à fait le même que celui de ceux qui restent à l'arrière, qui eux sont aussi un peu plus déconnectés de leur passé et de leur futur qu'ils ne l'étaient dans un temps de paix, mais qui ont un peu moins de mal quand même à se projeter dans le futur et à parler du passé que les combattants eux-mêmes, qui évitent vraiment à la fois les souvenirs et les projections. Une autre expérience assez particulière du temps et assez peut-être un peu plus récente du temps, c'est l'idée d'accélération. Et donc, la notion d'accélération a été mise en avant dans plein de travaux d'historiens, d'historiennes, mais aussi de sociologues, d'anthropologues qui mettent en évidence donc un sentiment d'accélération qu'on peut faire remonter assez tôt. Par exemple, dès le XVIIIe siècle, avec l'invention des turgotines, donc qui étaient des diligences un petit peu plus rapides. Et puis, on peut aller donc sur le plan technique des turgotines à la fusée, voilà, et montrer qu'il y a des techniques en fait qui vont nous donner une sensation d'accélération du temps et qui là aussi va avoir pour effet de nous déconnecter un petit peu de ce temps linéaire homogène en tout cas. Et ça a été beaucoup, enfin encore plus, mis en avant à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, notamment par des personnes qui s'intéressaient au futur, justement. Et donc là, je voulais vous parler de Fred Pollack, qui est un philosophe néerlandais, qui a écrit en 1955 un livre qui s'appelle « Images du futur », et qui, dans son livre, explique en quoi toutes les sociétés, selon lui, selon des modalités différentes, ont eu une capacité à inventer des récits du futur, à avoir un imaginaire du futur, grâce auquel elles arrivaient à se projeter en avant. Et pour lui, après la Seconde Guerre mondiale, notamment en lien avec des progrès technologiques enfin des progrès si on veut, comme l'arme atomique, eh bien, on a perdu cette capacité à se projeter dans le futur.
Et donc, on est aussi déconnecté du passé, parce que le passé ne sert plus de tremplin vers le futur, comme ça devrait, selon lui, être le cas. Ce constat est partagé par un autre futurologue, prospectiviste, qui ne se définit pas encore comme ça à ce moment-là, mais qui va le devenir, Robert Jungk, qui écrit en 1952 un livre qui s'intitule « Le futur a déjà commencé ». Et pour lui, alors ce n'est pas vraiment qu'on a perdu la capacité à imaginer le futur, mais on a perdu la qualité de notre imagination parce qu'on se laisse entraîner dans un futur toujours plus technologique sans le questionner, sans vraiment choisir son futur, alors que justement, si on était bien connecté du passé au futur, eh bien, on devrait voir qu'il y a cette notion de choix et qu'on peut refuser certaines directions du futur. Donc cette analyse, en fait, elle naît dans les années 50 et elle se poursuit, on peut penser jusqu'au début des années 2000 à François Hartog, qui met en avant la notion de présentisme et qui reprend là aussi cette idée qu'on serait coincé dans le présent à cause d'un sentiment d'accélération du monde face auquel l'être humain serait débordé et ne saurait donc plus gérer que l'urgence. Et donc là aussi, il y aurait une déconnexion entre passé, présent et futur. Et donc l'incapacité à se projeter dans le futur est aussi liée à une incapacité à s'appuyer sur son passé. Et ce qui est intéressant dans ces expériences particulières du temps, qui tournent autour de la notion d'accélération, c'est qu'elles sont présentées comme un problème, en fait, comme un enjeu sur lequel il faut agir. Et donc là où je veux en venir, c'est que dans notre rapport au temps, il y a aussi des interventions volontaires sur le temps, sur la manière dont on s'imagine le temps et donc le passé et le futur. Et la première intervention qu'on peut identifier en lien avec ce que je viens de présenter, c'est justement l'idée de rétablir le lien entre passé, présent et futur, qui est au cœur du discours de beaucoup de personnes qui s'intéressent au futur, donc beaucoup de prospectivistes, comme par exemple Gaston Berger, qui est l'un des premiers prospectivistes français, qui écrit à la fin des années 1950 « Notre civilisation est comparable à une voiture qui roule de plus en plus vite sur une route inconnue lorsque la nuit est tombée. Il faut que ces phares portent de plus en plus loin si l'on veut éviter la catastrophe. » Et donc pour lui, justement, faire de la prospective, étudier les futurs possibles, c'est une manière de réactiver ce lien entre présent et futur, mais aussi entre passé et présent, et donc futur. Et c'est ce que font en fait donc beaucoup de personnes qui vont faire de la prospective dans les années 60, 70, 80, puis même jusqu'à aujourd'hui. Mais donc en tant qu'historienne, je vous parle plutôt d'expériences passées. On peut penser par exemple à tout ce qui est modélisation. Dans les années 70, c'est vraiment le moment où on développe les modélisations mathématiques et informatiques. Et donc le Club de Rome, par exemple, commande un rapport à une équipe du MIT qui va donner lieu au rapport assez connu aujourd'hui, Halte à la croissance, qui est paru en 1972. Et donc ce rapport, c'est le résultat d'une modélisation qui est mise en place pour montrer ce qui se passerait si on continuait sur la même lancée, en gros, sur le plan de l'exploitation des ressources et sur le plan démographique. Mais donc, pour construire un tel modèle, eh bien, il y a un travail sur le passé, puisqu'on va regarder quelles sont les tendances et comment les choses sont en train d'évoluer à partir d'un point passé qui arrive dans le présent et qui aura donc des prolongements dans le futur. Et c'est un fonctionnement qu'on retrouve dans les modèles alternatifs aussi qui ont été proposés comme réponse à celui du Club de Rome. Par exemple, le modèle qui a été développé par la fondation argentine Bariloche, qui essayait de montrer qu'il était possible en fait pour les pays du Sud de continuer à se développer sans pour autant qu'il y ait une limite, un problème de limite aux ressources terrestres, mais là aussi en se basant donc sur des chiffres et des données qui permettaient donc de construire une modélisation alternative, donc finalement ancrée dans le passé pour proposer un futur alternatif. Voilà, donc on a cette intervention professionnelle en quelque sorte sur notre rapport au passé et notre rapport au futur à travers le travail des prospectivistes. Mais ce qui est le plus fréquent, c'est surtout une intervention politique sur le passé. On l'évoquait un petit peu en introduction.
Il y a des discours conflictuels sur notre passé, sur différents événements du passé. Donc ces discours jouent beaucoup autour de la notion de mémoire. On a des mémoires conflictuelles d'événements relativement récents pour lesquels il existe toujours des témoins. Donc là, on peut penser à la guerre d'Algérie, par exemple, où on a vraiment des conflits de mémoire qui ont été mis en évidence, notamment par l'historien Benjamin Stora, qui a bien montré comment ces mémoires entraient en conflit les unes avec les autres et pouvaient faire l'objet de discours politiques. Mais en fait, ces conflits de mémoire sur des événements du passé peuvent toucher des événements beaucoup plus anciens. On peut penser aussi aux récits conflictuels, concurrents qui existent par exemple sur la Révolution française, où certains vont décrire la Révolution française comme simplement un bain de sang horrible, et puis d'autres vont avoir une vision peut-être plus nuancée en mettant en avant le fait que c'est aussi le moment où l'esclavage a été aboli. Donc même sur des événements très anciens, en fait, on peut avoir des discours très différents qui vont porter des projets politiques aussi très différents les uns des autres. Et pour aller plus loin que la simple notion de mémoire, il y a une autre notion qui est assez intéressante quand on s'intéresse à ces interventions politiques sur le passé, sur notre rapport au passé, c'est la notion d'héritage. La notion d'héritage, ça va un petit peu plus loin que la notion de mémoire, parce que c'est l'idée qu'il y a un ensemble de choses matérielles et immatérielles que l'on transmet et qui ne sont pas que des souvenirs, ce ne sont pas que des faits, ça peut être aussi des comportements, des attitudes, des valeurs, des objets aussi, par exemple, dans les musées. Et donc, l'héritage, c'est vraiment l'idée d'opérer une sélection parmi tout ce qui pourrait être gardé d'une expérience passée et de choisir ce que l'on souhaite transmettre aux générations suivantes. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu étudier notamment dans le cas de la résistance, en faisant une comparaison entre l'héritage de la résistance en France et en Italie. Et là, c'est assez intéressant de voir que ce ne sont pas les mêmes valeurs, les mêmes attitudes ou les mêmes objets, tout simplement, que des résistants français ou italiens ont cherché à transmettre aux générations futures. Et puis, parmi les résistants français, il y a plusieurs groupes, notamment les résistants communistes, les résistants gaullistes et ceux qui n'étaient ni l'un ni l'autre, qui n'ont pas non plus cherché à transmettre exactement le même héritage. Donc on peut avoir là aussi une concurrence entre différentes visions de ce qui, dans le passé, mérite d'être sélectionné pour être transmis aux générations futures. Donc c'est le cas quand plusieurs groupes ont vécu un événement marquant, et c'est le cas aussi, ces conflits autour de l'héritage, surtout quand un nouveau régime politique est mis en place. Et donc là, il y a des travaux assez intéressants, parfois sur des choses qui peuvent paraître assez anecdotiques, mais qui montrent comment un nouveau régime politique, notamment dictatorial, peut essayer d'imposer un héritage ou au contraire l'absence totale d'héritage. Donc là, je pense à des travaux sur la dictature de Franco. Donc c'est les travaux d'un historien qui s'appelle Till Kessler, qui a montré que pour Franco, il fallait se débarrasser de l'héritage des manières, des temporalités anciennes, des manières anciennes de vivre, et notamment de la sieste, en fait. Le fait de faire la sieste, qui était une tradition, qui est toujours peut-être une tradition espagnole, était pour lui contraire avec la modernité, et donc il voulait mettre fin à cette pratique. Et il n'a pas réussi, en fait. Il a rencontré beaucoup de résistance. Et donc là, voilà, il y a un rapport à la tradition, aux habitudes du passé, qui était trop fort pour que un régime, même dictatorial, parvienne à y mettre fin. Et on pourrait penser à plein d'exemples du même genre. Par exemple, la sélection que le régime fasciste a opérée dans son héritage historique, en reprenant certains symboles de l'Empire romain, mais pas du tout, évidemment, la forme du régime, et donc globalement plutôt en refusant une bonne partie de l'héritage historique italien. Alors,
Pour conclure, donc les historiens, les historiennes étudient ces rapports au temps et en particulier au passé, mais quelle est leur propre vision finalement? Quelle est notre vision en général du passé lorsqu'on est historien? Eh bien, enfin, chacun a sa propre vision bien sûr, mais ce qu'on retrouve beaucoup, c'est l'idée d'un passé ouvert, d'un passé qui est multiforme, qui n'est pas complètement saisissable, mais qui peut être mouvant. Et donc, au fil de la recherche historique, on découvre des sources qui nous permettent de reconstituer l'éventail des possibles à un moment donné, et donc de comprendre en fait la finesse des situations historiques, le fait qu'elles n'étaient pas justement ancrées dans un temps linéaire, dans un temps obligatoire, mais que chaque expérience historique était à un moment donné ouverte à plusieurs futurs possibles, même s'il y en a un qui s'est réellement produit. Et donc, ça fait un petit peu un parallèle avec l'expérience que vous allez vivre tout à l'heure de faire des uchronies. Merci. Merci beaucoup, Sybille. Donc, on accueille Marie Cabati. Bonsoir à toutes et à tous aussi. Alors, pour vous parler un peu aujourd'hui de cette question des rapports en fait entre le passé, l'histoire, le féminisme, je voulais vous proposer de commencer avec ces paroles que vous connaissez peut-être, qui sont donc c'est le début d'une chanson qu'on appelle parfois l'hymne des femmes, l'hymne du MLF, donc le mouvement de libération des femmes, cette nébuleuse, disons, de militantes féministes autonomes et plutôt radicales qui se sont rendues visibles médiatiquement au début des années 1970. Donc cette chanson, qui a été composée collectivement en mars 1971, commence par ces phrases « Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir ». Et ensuite, le refrain reprend les phrases « Debout, fameux esclaves, et brisez vos entraves ». Et puis ensuite, ça continue. C'est une chanson qui est intéressante, d'abord donc parce qu'elle porte un discours féministe sur le passé, sur l'histoire, cette idée que les femmes ont été privées d'histoire, qu'il n'y a pas de récit sur leur passé, qu'en fait qu'elles n'héritent pas de leurs prédécesseuses, premièrement. Deuxièmement, c'est une chanson qu'on retrouve, c'est un peu si vous regardez un documentaire qui parle aujourd'hui du féminisme des années 1970, si vous écoutez à un moment un reportage radio sur ces questions, elle revient toujours. C'est devenu une icône à la fois de ce féminisme passé et en même temps, du coup, aussi un élément de transmission. On a des chorales féministes qui aujourd'hui vont reprendre cette chanson-là. Elle peut être chantée dans des manifestations. C'est devenu un chant, un objet à partir duquel on peut essayer de penser des formes de transmission entre générations féministes ou des formes de réappropriation, de retour de féministes contemporaines vers des féminismes du passé. Et puis, c'est aussi une chanson qui est de manière assez régulière l'objet de controverses autour de la manière dont les féministes françaises, dans ce cas-là du passé, ont ou n'ont pas pensé notamment leur blanchité, ont ou n'ont pas pensé le racisme, et notamment ce procédé rhétorique et théorique qui est très important dans les années 1970 notamment, de penser l'oppression des femmes par analogie avec le racisme, notamment ici, donc vraiment cette idée de rapprocher la condition féminine de la condition esclavisée, et cette pensée par analogie a pu être analysée par tout un tas de personnes, d'afroféministes notamment, comme empêchant en fait de penser la complexité de ce collectif féminin, de ne pas penser par exemple la spécificité de l'histoire des femmes noires ou des femmes qui ont qui ont vécu l'esclavage, par exemple, qui ne sont pas l'ensemble des femmes. Donc, un autre élément aussi de débat sur le passé du féminisme et sur, en fait, tout simplement, plus largement, tout un tas de manières dont on pense, en fait, le rapport à l'histoire et l'intrication entre ces questions de féminisme, histoire et passé. Cette question du rapport, en fait, c'est finalement de se poser la question est-ce que le féminisme porte un regard spécifique sur le passé? Est-ce que, si on comprend l'histoire comme un certain mode de récit du passé, comme tu nous disais, Sybille, est-ce qu'il y a une manière féministe de raconter ces passés-là donc voilà, quel est le rapport donc histoire et puis féminisme
qu'il s'agit de comprendre à la fois comme un mouvement social et en même temps comme un mouvement social qui est producteur d'un corpus théorique qui est divers, mais qui du coup donne aussi peut-être des outils à l'histoire pour se renouveler et pour transformer son approche. Les féministes formant un mouvement social, elles ont porté des discours sur le passé. Ça peut être le discours de l'absence de passé des femmes, qu'on retrouve notamment en France dans les années 1970, avec cette idée qui est donc en 1970, il y a ce numéro de revue important avec le slogan « Libération des femmes, année zéro », comme s'il n'y avait rien eu auparavant. Donc c'est un rapport à l'histoire qui est avant tout un rapport féministe au passé du féminisme, hein, qui peut être donc sur le mode de la table rase, qui peut aussi être, c'est ce qu'on retrouve notamment aux États-Unis à partir des années 1970, sous le mode de cette métaphore de la vague, l'idée qu'il y aurait eu plusieurs vagues de féminisme, une première vague de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle, notamment autour des revendications pour le suffrage féminin, puis cette deuxième vague qui arriverait dans les années 1970, et donc ce sont celles qui se mobilisent dans les années 70 qui se présentent comme faisant partie de cette deuxième vague. C'est une manière donc à la fois de revendiquer un héritage partiel, mais aussi de revendiquer une rupture. Il s'agit d'une deuxième vague, donc en fait c'est à la fois une forme de retour, mais en même temps un retour qui va peut-être plus loin, ou en tout cas qui est différent en nature. Donc c'est un discours sur la périodisation en fait du féminisme, qui est issu directement vraiment du féminisme comme mouvement social, qui a été en partie repris par les historiens et les historiennes du féminisme au sens disciplinaire, universitaire, qui a été critiqué aussi au sein de la discipline, mais qui est déjà un premier mode de rapport au passé de ces féministes. Un autre mode qui me semble intéressant, c'est le rapport à l'archivage, à la préservation du passé, qui est aussi en fait pensé par un certain nombre de femmes engagées pour l'émancipation des femmes comme une action militante en soi. En France, on peut partir en fait de plusieurs noms de plusieurs militantes féministes suffragistes du début du XXe siècle qui ont en fait d'abord constitué plutôt des bibliothèques personnelles ou des bibliothèques pour leurs associations féministes, rassemblant des quantités souvent considérables de documents concernant la condition féminine, les mobilisations de leur moment, mais aussi des éléments d'histoire du passé des femmes et du passé du féminisme. Donc on peut citer des noms comme ceux d'Eliska Vincent, qui ne réussit pas à léguer à une institution la bibliothèque qu'elle s'était constituée dans sa maison d'Asnières, ou bien Marie-Louise Bouglet, qui, elle, réussit à ouvrir une bibliothèque de documentation féministe au public en 1926. Mais après sa mort, son fonds est d'abord refusé par la Bibliothèque nationale de France et puis finalement versé à la Bibliothèque historique de la ville de Paris en 1946, où on peut aujourd'hui le consulter. Donc ce qui était une bibliothèque ouverte au public de documentation est devenu en fait aujourd'hui aussi un fonds d'archives de l'histoire de ce mouvement du début de la première moitié du XXe siècle. Et puis, surtout, il faut mentionner donc Marguerite Durand, qui était actrice, épouse d'un député radical, journaliste. Elle a fondé en 1897 La Fronde, qui est un journal qui est uniquement produit par des femmes. Et elle ouvre en 1932 une bibliothèque dont elle, en fait, c'est à nouveau toute sa documentation personnelle, mais dont elle fait don à la mairie de Paris, qui se charge d'ouvrir donc à l'étage de la mairie du 5e arrondissement cette bibliothèque avec une salle de lecture dont vous voyez une image ici. Vous voyez surtout, ce qui m'intéressait, donc la manière dont cette bibliothèque se décrit, office de documentation féministe avec des ouvrages de femmes intéressant la condition et l'activité des femmes, mais on voit qu'on a aussi, parmi les domaines évoqués, l'histoire, et donc il y a un intérêt pour l'histoire. Donc tous ces projets, ce sont d'abord des projets qui sont en fait liés au fait que la mise en circulation de documentation, l'identification de documents, y compris d'archives ou de documents historiques concernant les femmes, ça fait partie d'un mouvement, du mouvement féministe. En fait, un mouvement social fonctionne aussi par la mise en circulation d'informations. Et cette activité de bibliothécaire, en fait, une fois qu'elle est transformée en quelque chose de durable, ce qui n'est pas évident puisqu'on a tout un tas de cas d'institutions qui refusent donc les dons de ces fonds-là, se transforme aussi en archives des mouvements sociaux qui les ont produits. Et la bibliothèque Marguerite Durand, en fait, elle ferme avec la Deuxième Guerre mondiale, mais au début des années dans les années 1960 et dans les années 1970, en lien avec le renouveau de ce féminisme que j'évoquais
qu'à tout à l'heure. Elle reprend de l'ampleur, elle réouvre, et puis aujourd'hui, elle est toujours accessible, présente, alors maintenant dans le 13e arrondissement, à l'étage de la médiathèque Jean-Pierre Melville. Dans les années 1970, on a aussi de nouveaux projets, hein, en fait, vraiment cette idée que le mouvement féministe est aussi un mouvement qui doit conserver des traces à la fois de son action pour le futur et de prédécesseuses du passé. Alors ça passe donc par la collecte toujours active menée à la bibliothèque Marguerite Durand. Ça passe aussi par de nouvelles associations qui cherchent à documenter le mouvement, des associations féministes et puis aussi des associations lesbiennes, par exemple Archives, Recherche et Culture lesbienne, qui est fondée en 1983. Alors cette fois plutôt avec l'idée de participer à un mouvement lesbien qui serait un mouvement lesbien autonome, qui ne serait pas à l'intérieur du féminisme ou à l'intérieur d'un mouvement lesbien et gay mixte, mais véritablement lesbien. Il n'empêche que c'est un fond qui est très riche sur l'histoire du féminisme en même temps. Et puis, on a des projets qui reprennent de l'ampleur aussi au début des années 2000, avec la fondation d'une association, Archives du féminisme, qui fédère en fait tout un tas d'institutions qui conservent des fonds féministes et qui ouvre un centre des archives du féminisme dans une bibliothèque universitaire à Angers, où elle collecte des fonds toujours aujourd'hui. Alors, ce qui m'intéresse, donc, c'est à la fois cette idée qu'en fait, collecter des informations sur le passé, notamment le passé des femmes, c'est pensé par certaines militantes comme faisant partie du projet politique féministe, faisant avancer la cause des femmes, en fait, en soi. Et puis aussi, en fait, sur tout ce que ça permet pour une écriture, y compris universitaire, y compris scientifique, si on le veut, d'une histoire du passé, alors du passé féministe, mais peut-être aussi du passé des femmes en général, puisque toutes ces archives, elles ont à la fois comme pour ambition de sauver des documents de la disparition, puisque parfois des archives qui existent déjà, publiques, les refusent. Elles ont aussi pour mission de les collecter, de les rendre visibles, de les rassembler, en fait, de les constituer en un massif cohérent qui identifie un sujet qui les rassemble. Et puis aussi, il y a tout le travail d'inventaire, tout le travail en fait qui rend visible, accessible et lisible ces documents-là, sans lesquels en fait aucun historien, aucune historienne ne viendrait les consulter, ou en tout cas ce serait plus rare et probablement moins fréquent. Alors à quoi ça sert finalement à ce féminisme de s'interroger, de mettre le passé à son service? D'abord, le passé le recours au passé, à des exemples passés, ça peut servir de légitimation. On peut s'en réclamer, on peut se réclamer de prédécesseuses, on peut aussi s'en distancier, par exemple en se disant plus radical que les féministes de la première vague, si on se place en 1970. On a des féministes qui non seulement donc peuvent participer à la collecte de documents, mais aussi écrivent des notices biographiques de femmes exceptionnelles. Par exemple, au début du XXe siècle, Hélène Brion envisage d'écrire une sorte d'encyclopédie des femmes du passé. Donc, il y a vraiment cette idée de penser des lignées féministes et de se trouver des prédécesseuses. Cela peut rejoindre aussi tout un tas par exemple, de mobilisation féministe autour de la question des odonymes, c'est-à-dire des noms de lieux. L'idée qu'il serait nécessaire de féminiser les noms de lieux et par là aussi de féminiser l'espace public. Et donc ça peut rejoindre des mobilisations autour de, par exemple, la panthéonisation de figures comme Olympe de Gouges, qui est quelque chose qui revient de manière répétée, mais ça peut aussi passer par des formes de collage sauvage. Alors vous en avez un exemple ici, mais c'est un mode d'action qui a été pas mal mobilisé ces 10 dernières années, qui ne va pas forcément, enfin qui va en partie aussi détourner la pratique des nominations des noms de lieux. Alors par exemple ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une manière d'abord de ne pas forcément penser la canonisation d'un individu, une grande femme à la place de grand homme, mais plutôt de penser ici une mobilisation collective, de penser aussi plus largement qu'un récit national, républicain, qui informe profondément la manière dont l'histoire, la mémoire nationale est construite. Donc voilà, toutes sortes de raisons pour lesquelles il est utile de s'interroger au passé. Et puis il y a aussi, en fait, tout simplement l'idée que l'archivage, c'est aussi une manière de créer de la communauté, de créer du lien. Donc l'action de l'archivage, le travail sur les archives lui-même peut être pensé comme
servant à construire un mouvement autonome. C'était le cas en fait des archives recherche culture lesbienne dont je vous évoquais. Et puis bon, sur ces questions, sur ce type d'approche-là, je vous laisse aller voir vos voisins des archives LGBTQI+, qui sont un collectif qui sont aujourd'hui actifs vraiment sur ce mode-là. Le passé, finalement, en fait, ça a une utilité assez récurrente pour les féministes. Et là, j'emprunte les mots de Joan Scott, qui est une historienne états-unienne, qui explique que, de son point de vue, l'histoire féministe n'a jamais eu pour premier souci de documenter l'expérience des femmes du passé, même si ce fut là notre objectif et même si c'est ce qu'elle a en grande partie fait. Mais l'histoire féministe, dit-elle, ce que nous voulions, en examinant ce passé, c'était déstabiliser ce passé, défier les institutions patriarcales et les modes de pensée qui en appellent à la nature pour s'auto-légitimer. C'est-à-dire que faire l'histoire, et notamment faire l'histoire en fait des régimes de genre, des catégories de genre, de leurs contours, de leurs usages, de leur sens, c'est une manière d'en saisir en fait la contingence, leur malléabilité, les transformations des catégories qui organisent ces régimes de genre, qui sont en fait toujours socio-historiquement situés, qu'il faut toujours contextualiser. Et donc c'est un outil, le recours au passé, et un moyen de déstabiliser l'évidence de catégories qui, dans le présent, se présentent comme naturelles, comme fixes, comme inéluctables, et qui, du coup, naturalisent une hiérarchie. Il y a cette idée que le genre, c'est toujours une bicatégorisation hiérarchisée. Et donc, en cela, en fait, l'histoire, le recours au passé, ça ressemble aussi à des usages qu'on peut avoir, par exemple, de l'anthropologie, des recours récurrents à des terrains qui sont pensés comme lointains géographiquement ou dans le temps pour aussi dénaturaliser le présent. Ce passage par Joan Scott, ça permet donc en fait de se poser la question donc de l'histoire, du récit historique, mais tel qu'il est produit par une histoire qui est une discipline universitaire. Et s'interroger, est-ce que l'histoire en tant que discipline, en tant que pratique universitaire, est-ce qu'elle a pu, en France notamment, mais pas seulement, adopter une pratique féministe? Qu'est-ce que ça veut? Est-ce que ça veut dire quelque chose de faire de l'histoire féministe? Puisque, en fait, depuis les années 1970, principalement, se sont développés en France, mais aussi dans de très nombreux pays, des séminaires, des colloques, toute une pratique de l'histoire qui s'interroge d'abord sur l'histoire des femmes, le passé des femmes. Donc voilà, vous avez un exemple de revue, un exemple d'acte de colloque, donc des activités qui sont en lien direct avec le développement du mouvement de libération des femmes des années 1970. Mais qu'il faut aussi comprendre avec d'autres contextes. On a à la fois pour d'autres raisons, on a à la fois un contexte scientifique d'affaiblissement d'un certain nombre de récits totalisants, de crise de grands paradigmes explicatifs qui laissent la place à un éclatement aussi de l'histoire qui s'intéresse à des objets spécifiques. Et puis on a aussi un moment de féminisation croissante de l'université et donc de plus grande présence de femmes qui s'investissent dans ce projet de d'écrire une des histoires des femmes. Cette histoire des femmes, elle porte un discours critique et un discours féministe, au sens où elle sert à critiquer aussi l'histoire comme discipline qui aurait sciemment oublié les femmes. Pour citer Michel Perrault, qui en est la représentante en France la plus célèbre, le récit historique, dit-elle, est regard, écriture, artefact, non pas artifice certes, mais choix intimement lié au présent du scripteur. Et donc l'oubli dont les femmes ont été l'objet n'est pas une simple perte de mémoire accidentelle et contingente, mais le résultat d'une exclusion consécutive à la définition même de l'histoire, geste public des pouvoirs, des événements et des guerres de la cité. Donc il y a cette idée que la manière dont on a pensé ce qui était historique, dont on a pensé la pratique de l'histoire à l'université, était en fait informée par des impensés. Des impensés patriarcaux. Faire de l'histoire des femmes, cela revient donc aussi à critiquer les catégories de la discipline historique. Pour autant, en fait, les historiennes des femmes en France, et Michel Perrault en particulier, ont été parmi elles ont plutôt adopté dans les années 1970-80 une stratégie plutôt de légitimation par le recours à l'universalisme, le refus de vraiment spécifier, de se décrire comme engagée. Elles ne se définissaient presque jamais comme historienne féministe, comme faisant de l'histoire féministe. Il y a cette phrase de Michel Perrault qui explique donc voilà, il n'y a pas plus de sciences féministes que de sciences prolétariennes. Nijdanova, donc qui en référence à la doctrine Jdanov et à la subalternisation par l'URSS
enfin l'idée que l'art doit être subordonné à l'orthodoxie politique, elle refuse de subordonner la science historique à une supposée orthodoxie féministe. Donc il y a vraiment ce discours de la légitimation de l'idée que l'histoire des femmes, même si elle est issue du féminisme et qu'elle emporte un certain nombre des questionnements, est avant tout une pratique scientifique avec cette rengaine du refus de l'entre-soi qui est décrit comme un ghetto, cette idée qu'il ne faudrait surtout pas que l'histoire des femmes devienne une spécialité des historiennes qui seraient seules à pratiquer cette histoire des femmes. Bon, on peut un peu s'interroger sur l'efficacité de cette stratégie, puisque donc ce que vous avez à droite, c'est la question de la répartition genrée de celles et ceux qui font des thèses en histoire contemporaine, entre 2019 et 2023 aujourd'hui. Et donc, ce que vous voyez, la colonne histoire du genre, on a 18% d'hommes et 82% de femmes. Donc, c'est en fait le domaine de l'histoire le plus inégalitaire en termes de répartition genrée. Donc, qu'on adopte ou pas une stratégie de légitimation, l'histoire du genre, qui est un peu l'héritière de l'histoire des femmes des années 70-80, elle reste assez largement un domaine réservé aux historiennes. Bon. L'autre point important, c'est de se dire qu'en fait, ce refus de se décrire comme historienne féministe, c'est plutôt une spécificité française à lire avec le poids de l'universalisme dont on sait qu'il structure la manière de le récit national français, et puis aussi avec des différences aussi dans l'institution historienne telle qu'elle existe. Un contre-exemple, ça serait par exemple le mouvement féministe britannique qui en fait est dès son origine lié à des projets d'historiennes féministes qui se décrivent comme historiennes et féministes, qui associent les deux. Vous savez peut-être le moment un peu iconique d'apparition du mouvement de libération des femmes public en France, c'est cette manifestation sous l'Arc de Triomphe avec la pancarte « Un homme sur deux est une femme » notamment. L'équivalent britannique, c'est une grande rencontre, conférence, congrès organisé à Oxford. Donc vous avez une photographie ici en 1970. Donc sur la libération des femmes, mais qui au début avait été pensée comme une rencontre sur l'histoire des femmes, une rencontre en fait historienne. Alors c'est dans un contexte de développement d'une forme d'histoire sociale qui cherche à impliquer à la fois des historiens et des praticiens et des individus du monde social en général, notamment des ouvriers, des travailleurs, des femmes. C'est ce qu'on appelle le History Workshop. Et donc ce mouvement d'histoire sociale-là, qui est à l'université, mais en même temps qui a déjà un pied hors de l'université, il a sa revue qui, à partir de 1982, se décrit comme une revue des historiens féministes et socialistes. On a des figures comme Sheila Robotham, qui est une de ces figures du féminisme britannique des années 70, qui écrit dès 1973 ce livre Hidden from History, l'idée que les femmes ont été cachées de l'histoire. Il y a vraiment cette idée de faire avancer le mouvement féministe en écrivant une histoire qui est à la fois une histoire universitaire et une histoire militante. Ce qu'on a longtemps eu du mal à... En tout cas, qui a plutôt été rejeté en France. Bon, mais en même temps, on peut terminer un peu en se posant cette question. Finalement, qu'est-ce que ça permet de faire, de mettre le féminisme au service de l'histoire? D'abord, ça permet d'écrire ce qu'on peut appeler une histoire mixte, qui laisse de la place aux protagonistes, aux actrices comme aux acteurs du passé. Ça permet aussi de comprendre les conditions socio-historiques, par exemple, d'accès à l'écrit, c'est-à-dire parce qu'en fait, rechercher toujours des femmes là où on n'en avait pas vu jusque-là, ça ne marche pas toujours, parce que justement, l'organisation genrée inégalitaire des sociétés du passé, elle passe aussi par l'inexistence de certaines catégories des sources de la documentation. Et donc, il s'agit aussi de penser les conditions d'accès au pouvoir et puis à la postérité. C'est par exemple ce que fait l'historienne de l'art, Linda Nochlin, dans son article célèbre « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes femmes artistes ?» Il ne s'agit pas de trouver des grandes femmes artistes du passé pour les rajouter au canon, mais plus simplement en fait, de comprendre pourquoi socialement et historiquement, il était impossible pour des femmes de devenir grandes artistes, sauf exception. Il s'agit de repenser les catégories de la discipline, et donc se poser des questions de périodisation. Est-ce que la périodisation, par exemple, est-ce que la notion de renaissance est pertinente en histoire des femmes, ou est-ce que, c'était l'hypothèse de John Kelly, il n'y a pas eu de renaissance pour les femmes? Alors après, on peut aussi questionner la pertinence de la notion de renaissance en général, et puis donc ça permet aussi de penser la pluralité du sujet femme, la pluralité aussi du sujet de féminisme, et donc à la fois déstabiliser ces catégories et puis aussi penser leur diversité, leur spécificité, avec des outils comme ceux issus de l'afroféminisme, la notion d'intersectionnalité, mais aussi se poser la question de ce que la classe et le genre font dans le passé.
Il s'agit aussi de penser l'histoire comme un travail et donc d'adopter tout simplement les analyses féministes du monde du travail et de leurs inégalités. Et donc, par exemple, penser la spécificité de la carrière historienne à l'université, ce qui fait que les femmes sont beaucoup moins visibles dans, par exemple, je vous évoquais une tribune à Blois, qui est un grand festival d'histoire, où il y a un grand marché du livre, où on trouve beaucoup moins d'historiennes que d'historiens. Il s'agit aussi de penser tout simplement les violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail. C'est quelque chose qui émerge aussi, même si avec des grandes difficultés, hein, mais un peu plus depuis notamment 2018, où on a la mise en place progressive et obligatoire de cellules d'accueil et d'écoute. Et puis enfin, il s'agit de penser l'histoire comme science, et donc aussi de nourrir son approche de l'histoire du corpus gigantesque de théories féministes, de critiques de la science, ce qu'on appelle globalement les épistémologies du positionnement, qui sont variées, parfois contradictoires, mais qui ont pour point commun de penser la nécessité de s'interroger sur ce que le positionnement, la situation sociale du scripteur, si vous voulez, du chercheur, de la chercheuse, fait à sa production de savoir. Tout ça pour dire qu'il me semble que autant en 2005, l'historienne Christine Barr pouvait se demander si une histoire féministe était possible et avoir une réponse assez mitigée sur la possibilité, notamment en France, à l'université, de se décrire comme historienne féministe. Aujourd'hui, on voit qu'on est dans un moment un peu différent, notamment par l'importation de ces questions, ces épistémologies du positionnement. Donc, en fait, vraiment l'idée de penser ce que le féminisme permet de repenser dans la science. Et donc, on a des travaux, par exemple, ce livre tout récent de Fanny Gallo, qui se décrivent explicitement comme une histoire féministe des contestations populaires, et que je ne peux pas que vous conseiller d'aller lire si ça vous intéresse. Voilà. Bonsoir à toutes et tous. D'abord, merci beaucoup à U+, pour l'invitation. Alors moi, je suis artiste et pour vous parler d'un projet que j'ai en cours depuis une dizaine d'années, je vais vous lire un texte en projetant des images et je reviendrai sur ce texte un tout petit peu après. Au départ, il y a un événement perturbateur, un fait insignifiant qui remonte à l'enfance. À la fin d'un long dimanche de juin, une voix résonne gravement. Nous commémorons aujourd'hui. Droit dans les yeux par écran interposé, le présentateur me dit qu'il ne faut pas oublier. Sarajevo. Sarajevo, c'était un mot chantant, beau. Je l'avais peut-être déjà entendu à la télévision ou à la radio. C'était une île, ou peut-être une ville immense d'Amérique latine. 28 juin 1914, assassinat de François Ferdinand à Sarajevo. Une date comme siège d'Alésia ou chute de Constantinople. Marignan 1515, Valmy 1792. J'ai vérifié avant de venir. Une date apprise dans la liste des repères chronologiques du collège ou du lycée, quelque chose à connaître. Je me souvenais très bien de la chute du mur de Berlin, de l'armistice ou du premier pas sur la Lune. Mais Sarajevo, c'était comme un trou de mémoire. Une zone grise qui brouillait mon échelle de temps et d'espace. Je suis née en 1992, dans une Europe qui regardait Sarajevo assiégée sur le petit écran. Par quel mystère était-il donc possible que Sarajevo échappe si obstinément à mon histoire géo ? Une autre voix grave avait repris cet écho lointain. Les yeux du présentateur m'accusaient à raison. Nous étions le 28 juin 2014 et j'avais oublié. Honteuse, j'avais regardé brièvement autour de moi. Personne n'avait été témoin de la scène. On venait d'assassiner l'archiduc pour la 100e fois et seuls quelques éphémérides s'en souciaient. Le journaliste avait rapidement changé de sujet et j'aurais pu, moi aussi, enterrer mon coupable oubli dans le cimetière de mes souvenirs. Mais ce deuxième jour de juin, j'ai décidé de recouvrer la mémoire. Longtemps, j'avais entendu mon père combler mes trous de mémoire par « quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes ». Ce jour-là, je crois, j'ai décidé qu'on ne m'y prendrait plus. Avec mon propre corps, j'allais parcourir ces noms qui ornent les frises chronologiques dont je peine à me rappeler. Pour retrouver les souvenirs que je n'en avais pas, il fallait me rendre sur les lieux du crime, ces lieux de mémoire
qui persiste dans la fuite des événements, comme une ombre au tableau de mon histoire. Le 28 juin 2014, à 11h15, ou peut-être au lancement de la mission centenaire 14-18, fondation de l'Atlas Bellone. Bellone, nom propre, féminin, du latin bellum, guerre. Petit 1, dans la mythologie, personnification latine de la guerre. Épouse ou sœur de Mars, elle incarne davantage les horreurs de la guerre que ses aspects héroïques. Donne en français bellique, relatif à la guerre, ou belliqueux, qui aime la guerre, cherche à la provoquer. Je ne savais pas si les héros de l'histoire étaient tous des tueurs. Ce qui était certain, c'est qu'ils étaient souvent habillés en soldats. La guerre occupait toutes les pages du petit futé des lieux de mémoire. L'inverse, en revanche, n'était pas vrai. Le guide ne s'intéressait pas à toutes les guerres. Les fantômes qu'il évoquait se ressemblaient tous étrangement. Pour poser les étapes de mon périple, j'ai donné une architecture de papier à ce palais de la mémoire. Des feuilles éparses, comme des post-it. Les dépliants, c'est toujours comme ça. On les prend pour ne pas les regarder avant de les oublier. Réunis ensemble, ces papiers commençaient à constituer une frise de repères comme un index de bataille. Février 2015, lors d'une entrevue avec l'archiduc en cire et son épouse à Sarajevo, création de la galerie de la chronologie. À ce jour, l'Atlas Bellone archive 319 dépliants de format 10 par 21 cm environ, qui représentent à peu près 95,70 mètres linéaires d'histoire déployée sur papier glacé. Repère, nom masculin. Petit 1, trait, marque que l'on fait pour retrouver une hauteur, une distance, un alignement. Petit 2, en géométrie, données d'un point appelé origine, noté O. Petit 3, au sens figuré, événement, personne, idée par rapport auquel on peut se comprendre, se situer. Remarque, ne pas confondre avec repère, lieu qui sert de refuge. J'allais continuer mon herborisation de la mémoire collective et il me fallait d'autres repères, des cartes pour savoir où aller. La carte aplatit la chronologie des événements. Seuls les noms des villes soulèvent des souvenirs d'école. Revient alors une géologie de bataille dont les noms peuvent rester imaginaires tant que la carte ou le panneau touristique ne l'associe pas à un endroit bien réel. La carte balisait le champ de bataille de ma mémoire en lieu palpable et en ligne de démarcation. Car nous le savons bien, la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Février 2016, à l'Office de tourisme de Verdun, création du département de la géographie. À ce jour, 18 cartes géographiques sont archivées dans la section des cartes. Juin 2016, un jour de grand soleil dans les ruines d'Oradour-sur-Glane, création d'une annexe au département de la géographie, la section des cartes postales. À ce jour, l'Atlas Bellone archive 119 formats de 10 par 15 cm, soit environ 17 850 cm² de ciel bleu sous vernis brillant. Après le papier sont entrées les médailles. Trophée rutilant, preuve étincelante du parcours effectué, en particulier lorsqu'elles s'accumulent. Au prix de 2 € dans les bornes automatiques, ces récompenses devaient s'offrir un écrin particulier. Juillet 2016, sur les champs de bataille de la Somme, création du département des médailles. Il sera augmenté l'année suivante d'une section des billets qui archive les eurosouvenirs, nouveaux produits touristiques arrivés sur le marché cette année-là. À ce jour, 87 médailles et 24 billets sont conservés dans l'Atlas Bellone. Légende, nom féminin. Petit 1, inscription gravée circulairement près des bords d'une pièce de monnaie, d'un jeton, d'une médaille.
Petit 2, notice explicative, mis au bas d'un dessin, d'une carte ou d'un plan pour compléter sa lecture ou expliciter les signes que l'on y trouve. Petit 3, récit populaire, plus ou moins fabuleux, qui s'est transmis par la tradition. Petit 4, par extension, histoire fausse, mensonge. Ma grande entreprise nécessitait un archivage rigoureux. Toutes les pièces récupérées ont été numérotées, indexées avec leurs informations de collecte, puis classées dans des boîtes. Les dates étaient bien rangées en ordre de bataille. Les preuves de la reconquête de ma mémoire s'accumulaient. Mais pour parer aux absences, il manquait des objets. La typologie des produits dérivés de l'histoire était identique aux autres sites touristiques. On y trouvait des porte-clés, des aimants pour le frigo, des tasses, des tapis de souris ou des sous-verts, des boules à neige et autres bibelots de cheminée. Novembre 2019, au Checkpoint Charlie. Agencement du département des souvenirs pour les 196 objets souvenirs de l'Atlas Bellone. La section des chinoiseries, première des 6 sections de ce département, index 64 gadgets made in China. Parer, verbe. Petit 1, apprêter certaines choses de manière à leur donner meilleure apparence, à les rendre plus belles. Petit 2, orner, embellir. Petit 3, dans la marine, préparer une manœuvre. Petit 4, éviter un coup en l'arrêtant avec une arme, défendre, protéger quelqu'un. Il m'est rapidement apparu que les souvenirs n'étaient pas tous faits pour être conservés. Je trouvais dans les boutiques souvenirs des musées de guerre des petites cuillères et des dés à coudre qui ne servaient ni à coudre ni à manger. Des biscuits, des briquets et même des boissons. Mais combien de temps est-il raisonnablement possible de conserver ces souvenirs? Un jour de juin 2017, quelque part entre Utah et Omaha Beach, création de la section ravitaillement, qui recense les consommables à durée de vie limitée et archive 41 objets souvenirs que l'on peut oublier. Ravitailler, verbe. Petit 1, pourvoir de vivres et de munitions une place, une flotte, une armée, une troupe qui en était démunie. Petit 2, par analogie, faire des emplettes pour pourvoir à ses besoins. Un autre jour de juin, en croisant la route d'un tank dont les chenilles métalliques crissaient douloureusement sur la voie de la liberté, création de la section des armes. Y sont archivés tous les objets souvenirs représentant des munitions ou prenant la forme de balles, d'obus, d'armes blanches ou d'armes à feu. Simultanément, création de la section des jeux pour conserver tous les facsimilés, les jouets et les jeux de guerre qui pourraient parfois être indexés en section des armes, mais qui ont la particularité d'être destinés aux enfants. À L2, les sections des armes et des jeux archivent 36 objets. Campagne, nom féminin. Petit 1, plaine, pays plat et découvert, considéré surtout par rapport à sa culture, à ses productions. Petit 2, terrain ou guerroyer, par opposition aux lieux fortifiés. Petit 3, opération accomplie par une armée pendant une année, une saison. Petit 4, entreprise ayant un caractère agressif ou de propagande, série de démarches publicitaires pour convaincre l'opinion des consommateurs. Il y a cette affirmation courante qui dit que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Petit à petit, j'arrivais à cette conclusion. Ce sont plutôt ceux qui savent écrire l'histoire qui finissent par gagner la dernière bataille. Ceux qui resteront vainqueurs pour la postérité.
L'écriture de ce roman nécessitait donc quelques matériels de mesure pour trouver la bonne distance et du matériel d'inscription pour être sûr de ne pas la perdre. Janvier 2018, création de la section des outils pour ranger tous les supports de notes et autres fichiers, instruments de mesure, stylos, crayons, taille-crayon et aussi les gommes qui pourraient servir à les effacer. Plus récemment, une clé USB a aussi été archivée. Épopée, nom féminin. Petit 1, long poème narratif racontant les actions célèbres d'un héros ou d'un peuple dans un contexte souvent merveilleux. Petit 2, suite de faits historiques qui, par leur caractère héroïque, rappellent les récits merveilleux des poètes. Petit 3, sous sa forme d'adjectif épique, qui est digne de figurer dans une épopée. Remarque, ce sens peut être ironique. Peu importe la guerre dont il était question, un motif revenait régulièrement. Le coquelicot et parfois le bleuet. Symbole de commémoration, ces fleurs auraient poussé sur les champs de bataille dès la fin des combats. Ces fleurs n'étaient pas imprimées sur n'importe quel support. Je les trouvais sur des bracelets, des boucles d'oreilles, des colliers, une broche, un sac à main, des ustensiles de cuisine et même un tablier. Mais ce n'est pas lors de cette découverte que j'ai décidé de créer la section des fleurs. Dans une boutique d'un musée de Normandie, j'avais aperçu un t-shirt sérigraphié à l'effigie d'un soldat parachuté lors du débarquement. En jaune vif, un « C'est mon histoire » s'étalait. Je m'étais alors demandé ce qui se passerait si je payais 25 € pour l'enfiler. Est-ce que j'aurais senti le poids de son sacrifice, le prix de la liberté sur mes épaules? Est-ce que ce vêtement de tissu noir me rendrait tout à coup porteuse de son souvenir, comme de la gratitude qu'insinuent les « souviens-toi » partout autour de moi? Était-ce vraiment mon histoire? À vrai dire, je n'ai pas pu l'essayer. Le modèle femme n'existe pas. C'est en juin 2019, face à ce t-shirt trop grand pour moi, qu'est née la section des fleurs. J'y classe à part les 28 objets marqués d'un coquelicot et d'un bleuet qui me disent « N'oublie jamais ». L'Atlas Bellone conserve à ce jour 1213 pièces. Ce fonds n'a pas vocation à être exposé. En revanche, il a la vocation de rejoindre un fonds d'archives pour que les archéologues du futur puissent étudier notre rapport à cette mémoire. Merci. Alors, je laisse défiler encore un petit peu la vidéo qui n'est pas tout à fait finie et je reviens sur ce texte pour vous parler quand même un petit peu du projet. C'est un texte fictif, mais qui est présenté dans un livre d'artistes qui est comme un catalogue de cette collection qui existe vraiment et que j'ai commencé donc en 2014, probablement au moment où beaucoup de commémorations avaient lieu en France autour du centenaire de 14-18. Le gouvernement à l'époque avait vraiment lancé une mission centenaire, c'est le ministère des Armées qui avait lancé ça et j'étais témoin de ces images dans les médias et j'ai commencé à visiter des lieux pour essayer d'interroger en fait notre rapport à l'image de ces commémorations, à comment est-ce que on les interprétait aujourd'hui, où on pouvait les vivre. Évidemment, moi, je suis artiste. Je travaille principalement avec l'image, la photographie, avec le texte.
Et j'ai aussi développé du coup ce projet qui est devenu un protocole vraiment de collection. Je considère que, évidemment, je montre en exposition des photographies. La vidéo que vous voyez derrière moi, elle est aussi montrée en exposition. En revanche, le cœur du projet, c'est vraiment la collection et la constitution de ce fonds documentaire qui peut-être, à l'instar de Marguerite Durand, dont tu parlais, Marie, pourrait rejoindre une institution publique un jour. C'est un projet qui a maintenant 10 ans et dont j'imagine qu'il pourrait servir dans le futur peut-être à analyser notre rapport à la mémoire aujourd'hui. Donc j'ai un statement, tout un protocole d'archives comme n'importe quelle institution. Je me suis formée en fait à l'archivage pour pouvoir classer tous ces objets. L'idée aussi, peut-être derrière ça, passer par la boutique Souvenir, c'était une manière de vraiment ne considérer que les productions très contemporaines, aucun document d'archives qui remonte à avant, je dirais les années 80, qui est un gros moment dans l'histoire du tourisme où on a vraiment développé le tourisme de mémoire et des musées de guerre. Donc dans la collection, on ne trouvera que des choses contemporaines. Je la continue toujours. La collection d'ailleurs accepte les dons, si vous voulez. J'accepte les dons seulement si je suis déjà allée sur les lieux, parce qu'il y a un rapport évidemment, vous l'aurez compris, assez subjectif à tout ça. L'histoire que je raconte est vraiment à la première personne. Je passe toujours, vous voyez mes mains à l'écran. Les photographies que je produis autour de ce projet sont aussi toujours mises en scène avec mon regard à moi, mes mains, ma voix qui raconte une histoire autour de ces objets. Ce qui m'intéresse le plus, évidemment, c'est tout ce qu'il y a entre. Vous avez vu des associations d'objets, il y a toujours un espace entre chaque qui laisse imaginer aussi tout ce qui n'est pas dans tous ces objets. Voilà, je pense que je ne vais pas forcément en dire plus.